Bonjour Bertrand Bonjour. Saint-Germain. Il y a un anniversaire, c'est qu'on a fêté hier, c'est l'abolition de la peine de mort en France grâce à Robert Badinter. Comment Robert Badinter est-il arrivé à faire passer cette loi? Bonjour, merci de votre invitation. Alors effectivement, c'était le début des grandes dates symboliques. C'est le moment où l'Assemblée nationale a voté en première lecture l'abolition de la peine de mort. C'est incontestablement le résultat d'un long combat personnel de la part de Robert Badinter, qui avait fait de ce symbole l'un des axes de sa carrière politique et judiciaire. Voilà. Donc, c'est cette première étape qui va être suivie par la suite par le vote définitif et l'abolition quelques semaines plus tard. Et puis, des textes internationaux qui seront également ratifiés par la France jusqu'à la révision de la Constitution en 2007, déclarant l'interdiction définitive de la peine de mort. Alors, cette peine de mort est abolie. Alors, rappelons évidemment, selon la formule qui devrait être consacrée, que la peine de mort est abolie pour les criminels, mais pas pour les victimes, puisque il y a toujours des crimes de sang, et certains absolument horribles. Il y a aussi d'autres anniversaires, comme celui de la mort de Lola, et le procès de son assassin va ouvrir bientôt. Est-ce que la France est une exception avec cette abolition de la peine de mort? Est-ce qu'elle est dans la moyenne de l'ensemble des pays? Est-ce qu'il y a d'autres grands pays occidentaux qui ont aboli ou au contraire maintenu la peine de Alors, mort? il faut reprendre quelques éléments statistiques. Aujourd'hui, sur un peu moins de 200 États sur la planète, on en a environ 55% qui ont aboli juridiquement la peine de mort, ce qui fait 45% des États qui l'ont maintenue en droit. Et dans les faits, c'est un quart des États, 25%, qui l'appliquent. Dans les pays occidentaux, la France est dans la moyenne de ces pays, dans la norme de ces pays, puisque dans les grands pays occidentaux, seuls les États-Unis ont encore recours effectivement à la peine de mort. Alors, au niveau fédéral, d'une part, et puis dans un peu plus de la moitié des États américains, elle est appliquée. Attention à l'erreur de perspective. 45% des États n'ont pas aboli la peine de mort, mais si on regarde les 25% qui appliquent la peine de mort, ça correspond à environ les 2 tiers de la population de la planète. Les États les plus peuplés euh, maintiennent l'utilisation de la peine de mort. On pense à la Chine, le Japon, de nombreux pays africains, les États-Unis. L'Inde ne l'a pas aboli totalement. Voilà. Donc, On se retrouve donc avec une peine de mort qui est encore convenablement distribuée, c'est horrible formule, sur l'ensemble de la planète. En regardant un peu cette distribution, on a l'impression que il y a d'abord les États forts. Voilà, la Chine communiste, les États-Unis capitalistes sont adeptes de la peine de mort. L'Égypte, qui n'est pas forcément une dictature militaire, mais qui se dit qu'avec les frères musulmans dans le paysage, autant avoir une législation un peu vigoureuse. Mais aussi les Émirats arabes unis, l'Afghanistan, l'Arabie saoudite, le Nigeria. Il y a quand même presque une corrélation entre le fait qu'un État soit musulman et le fait que la peine de mort soit non seulement légale, mais aussi appliquée, et appliquée avec sévérité, ou en tout cas avec générosité, puisque on peut se faire expédier ad patres pour un simple blasphème dans une partie de ces pays. alors, en ce qui concerne les États musulmans, la peine de mort peut trouver son fondement dans la loi islamique elle-même, et donc pour un certain nombre d'entre eux, il est impossible d'écarter une disposition qui relève des prescriptions divines directement. Pour ce qui est des autres États, il y a effectivement une spécificité occidentale. L'Europe occidentale et plus largement l'Ouest, si on ajoute le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, Ce qu'on appelait le monde libre avant. Voilà. ou avant, oui, Mm. eh bien, il y a une dimension quasi systématique du refus d'utiliser la peine de mort. Et de ce point de vue-là, dans ce monde occidental, ce monde libre tel que vous le qualifiez d'avant, euh, les États-Unis font maintenant figure d'exception. Il y a une réticence de la direction de ces États. Du côté des populations, la chose se discute sans doute plus, mais à utiliser cette peine suprême. Alors, pourquoi est-ce que
la peine de mort a été supprimée et pourquoi est-ce que la peine de mort pourrait être rétablie et surtout, en fait, quelle est l'utilité sociale de la peine de mort? Si on lit tous les penseurs, les philosophes qui ont écrit sur cette question, il y a une large distribution depuis plusieurs siècles de ces auteurs, entre ceux qui se montrent favorables à la peine de mort et ceux qui sont hostiles. Euh, Bentham y était hostile, pendant que Mill y était favorable, Sartre y était favorable, regrettant même qu'on ne l'ait pas utilisé assez durant la Révolution. Rousseau y était favorable également. Donc, il y a, je crois, une ligne de fracture qui n'est pas de droite ou de gauche, mais qui est vraiment une ligne de fracture personnelle. Des personnes de gauche peuvent être favorables à la peine de mort, comme certaines de droite, pour autant que ces notions aient un sens, peuvent y être hostiles. Donc, la ligne de fracture est dans le cœur de chacun, et puis... Et pardonnez-moi, elle est dans le cœur de chacun, mais on a surtout l'impression qu'il y en a qui euh, favorisent, si j'ose dire, la dignité de la personne humaine et qui expliquent au nom de quoi une société pourrait-elle se permettre d'ôter une vie, et d'autres qui, au contraire, penchent plutôt sur une espèce d'appréciation sociale en fait de la vie de chacun et qui considèrent que si une vie en menace beaucoup d'autres, il est légitime qu'elle soit ôtée. Donc, bien sûr, c'est une décision personnelle, mais on voit bien que soit je considère la personne et soit je considère le bien commun. Alors, il y a effectivement cette ligne de fracture, mais qui peut être aisément retournée, notamment sur cette idée de dignité de la personne humaine, parce que ce qu'on appelle la perpétuité réelle, c'est-à-dire le fait que quelqu'un âgé de 25 ou 30 ans fasse l'objet d'une condamnation à une réclusion criminelle à perpétuité, c'est-à-dire que pour les 40, 50, 60 ans de sa vie, on ne lui donne aucune faculté de sortir, aucune hypothèse de rédemption. Est-ce que ce n'est pas des fois peut-être plus inhumain même, euh, John Stuart Mill le disait, que les quelques instants, les quelques jours où la personne réfléchira à son sort avant de mourir. Il y a une dimension profondément inhumaine, alors, et là je le crois également, dans le refus de la peine de mort, notamment avec la réclusion criminelle à perpétuité. C'est considérer que quelqu'un ne changera jamais et que quoi qu'il ait fait, aucune rédemption sur Terre n'est possible. Ou c'est peut-être aussi, malgré tout, cet effet dissuasif de la peine. Certains théorisent que le fait d'enlever la peine de mort comme peine ultime, en quelque sorte, fragilise toute l'échelle des peines. Et on peut considérer effectivement que cette réclusion perpétuelle est effectivement réalisée, c'est-à-dire sans remise de peine ni quoi ni caisse, est un sort horrible, mais que précisément l'horreur ou de la mort ou de cette réclusion est un repoussoir et une espèce de garde-fou par rapport à des criminels qui, sinon, ne se sentiraient réfrénés par rien. Alors, l'âme humaine est ainsi faite qu'il y a toujours l'espoir de sortie, l'espoir d'une grâce, par définition, qui pourrait être accordée à n'importe quel être humain, quelle que soit la gravité des crimes qu'il a commis. Eh bien, si on supprime, effectivement, ce que je pense, c'est la peine capitale comme échelle suprême, il y a un effet, beaucoup l'ont écrit, dévalorisant sur l'ensemble des sanctions en dessous. Et puis, on peut ajouter aussi la dangerosité de la vie de la personne qui, une fois condamné à la réclusion à perpétuité, sait que quoi qu'il fasse, il ne lui arrivera rien de plus. On peut penser euh, aux gardiens de ces détenus, qui finalement se retrouvent susceptibles de faire l'objet d'agressions de la part de quelqu'un qui, de toute façon, quoi qu'il fasse, il ne pourra rien lui arriver d'autre. Donc on est sur quelque chose qui est effectivement dans cette abolition qui pose question, qui n'est pas, qui n'est pas aussi net, qui n'est pas aussi tranché qu'on pourrait le penser. Alors, à votre avis, est-ce que le rétablissement de la peine de mort a un sens en France? Alors, premier point, on y reviendra peut-être. Lorsqu'on lit sur cette question, certains font état d'obstacles juridiques. La France a ratifié un certain nombre de conventions internationales déclarant définitive l'interdiction de la peine de mort. On pense au protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et puis la Constitution qui interdirait définitivement cette peine de mort. Ici, il y a
il faut quand même se souvenir, bien garder en tête que toute personne qui dit que c'est impossible, c'est en fait une personne qui ne veut pas d'une mesure. On a un très bel article 28 de la Déclaration des droits de l'homme de 1793 qui explique qu'un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer sa constitution et qu'aucune génération ne peut assujettir à ces règles les générations futures. C'est le principe même de la souveraineté collective de pouvoir changer à tout moment ces règles. Donc, il y aurait techniquement la possibilité de le faire. Après, on est dans une question qui tient à l'utilité de la mesure, à sa dimension sociale, à sa dimension symbolique et à son effet dissuasif éventuel. Un point souvent évoqué, c'est que la peine de mort n'aurait pas d'effet dissuasif vis-à-vis des fous. C'est sans doute exact. Malheureusement, l'essentiel des meurtriers ne sont pas des fous au sens d'aliénés mentaux, mais bel et bien des personnes qui font un choix délibéré de supprimer notamment la vie ou de commettre de graves crimes à l'encontre des personnes. Il suffit de voir les derniers condamnés à mort en France qui ont été exécutés. Le dernier, c'était en 1977, il y a bientôt 50 ans. On est en présence de faits extrêmement graves et de personnes pour lesquelles les doutes n'existent pas. Enfin, les doutes sur leur santé mentale et leur culpabilité. Voilà. Et admettons donc qu'on ait levé les obstacles juridiques. Après tout, voilà, la France adhère à une convention internationale, elle peut décider de cesser d'y adhérer. La France a une constitution, c'est pas comme si elle n'avait jamais été modifiée, et ce n'est pas comme si on n'était pas déjà à la Ve République. Quel serait le profit social du rétablissement de la peine de mort ? Alors, le premier point serait effectivement le symbole. Une manière de dire que certaines valeurs sont si importantes, la vie notamment, et certains crimes sont si graves que et la dangerosité de leur auteur est telle que c'est une mesure de défense sociale que d'écarter de la vie sociale et de la vie tout court une personne. Ça, c'est la dimension symbolique. Ensuite, techniquement, les choses dépendront évidemment des procès, des jurés, et on sait aussi aujourd'hui de l'influence que pourrait avoir le président du jury sur les délibérations. Hein. Cela est important. Est-ce qu'ils prononceront effectivement cette peine de mort ou pas ? Est-ce que les circonstances justifieront à leurs yeux de demander et de décider de la peine de mort ? À chaque fois, on sera dans des affaires strictement individuelles. On sera dans des affaires individuelles, mais voilà, qui ont cette espèce de, comment dire, de retentissement social. Nous sommes en train de parler avec Bertrand Saint-Germain de la peine de mort. Faut-il la rétablir en France ? Tout à l'heure, Rémi Tell, après y avoir consacré sa chronique, viendra justement en débattre avec Bertrand Saint-Germain. On parle beaucoup depuis tout à l'heure de la France, puisque évidemment c'est notre pays. En regardant un peu cette question de la peine de mort, on s'aperçoit donc j'ai parlé des pays musulmans, on a parlé des grands pays qui ont presque une nécessité, si j'ose dire, numérique, quand il s'agit de l'Inde ou de la Chine, d'avoir un traitement qui peut paraître radical parce que la masse de population est énorme. Mais Israël, par exemple, a la peine de mort, et il y a certains pays comme ça qui ont gardé la peine de mort pour des choses très précises. C'est-à-dire, alors évidemment, chez les pays musulmans, le moindre blasphème vous vaut la peine de mort. En Israël, non. Mais par exemple, effectivement, il y a un certain nombre de faits qui peuvent entraîner la mort. On sent qu'il y a d'une part une espèce de justice sociale, et ce que vous disiez tout à l'heure, si le crime est horrible, si la dangerosité de celui qui l'a perpétré est avérée, si on prise la vie, le fait que quelqu'un d'autre peut mériter qu'elle lui soit à lui-même ôtée, mais il y a aussi les cas de haute trahison, et c'est dans cette tradition que s'inscrit l'État d'Israël et d'autres États comme le Chili par exemple, où on sent que c'est quand l'ordre politique est menacé que la peine de mort est justifiée. Oui, avec un autre point qu'on peut relever, c'est que dans un certain nombre de pays qui n'appliquent pas la peine de mort, qui ne l'appliquent plus ou qui ont mis en place des moratoires, il y a bien souvent la réserve de la situation de guerre
Voilà. permettant de la retrouver. Et Et puis, donc les crimes de guerre, notamment, méritent la mort. voilà. Et puis, il y a un autre point qui est quand même intéressant à relever, surtout chez les démocraties occidentales, le cas de la France aussi. Alors, il n'y a plus de peine de mort. Mais on a recours, François Hollande l'a reconnu, c'est la France, à ce qu'on appelle des exécutions ciblées, qui ne sont finalement rien d'autre que des meurtres d'État. Alors on dira qu'on vise des terroristes, qu'on vise des gens dangereux. À un moment donné, il faut quand même dire les choses. On n'était pas en guerre contre des États, d'ailleurs on est en guerre contre des États. Quand on va cibler des terroristes qui relevaient d'Al-Qaïda, ce n'est rien d'autre qu'un assassinat décidé par l'État d'une personne présumée innocente, en ce sens qu'aucun tribunal ne l'a condamnée. Voilà, Donc il y a un paradoxe qui est quand même... Je ne sais pas si c'est un assassinat, mais on pourrait parler de peine de mort délocalisée, en tout cas, puisqu'il s'agit effectivement des services français qui, sur ordre du président de la République, ont décidé que telle ou telle personne devait être radicalement éliminée. Et comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de dire que ces gens-là étaient des gens bien et qu'on aurait dû les laisser vivre. Le problème est complètement différent. Je veux simplement relever le paradoxe qu'il peut y avoir entre, d'un côté, dire non, très vertueusement, très moralement, on renonce à la peine de mort, on est un État démocratique, on a atteint un degré de développement qui fait que certaines choses sont barbares et on n'y a pas recours, mais dans le même temps, on pourra éliminer des dizaines d'opposants au regard de leur dangerosité, alors, supposée ou établie certainement par des rapports, mais c'est quand même un paradoxe assez curieux. Donc... Et surtout, on voit bien que quand François Hollande assume ces exécutions, ça a surpris tout le monde, effectivement, on n'imaginait pas Flamby être capable d'être sanguinaire, il y a... dans sa réflexion et dans la manière dont il l'assume, l'idée que l'ordre social doit être préservé et qu'une seule personne, par ses actions terroristes, n'a pas le droit de menacer la vie de centaines, milliers et millions de personnes. Voilà, dans un cas, par la mort qu'il est capable d'apporter, dans l'autre cas, par la terreur qu'il est capable de faire régner. Et donc, on sentait bien qu'il y avait, au-dessus de cette loi Badinter et de son humanisme prétendu, une nécessité supérieure qui était de dire, en fait, personne n'a le droit d'attaquer la France et les Français d'une manière odieuse, et s'il le fait, il le fait au péril de sa vie. Oui, c'est l'idée qu'il y a des valeurs fondamentales, le bien-être social, la raison d'être de la société, qui vont justifier qu'à un moment donné, quelqu'un qui va mettre en péril ces valeurs-là, cet ordre-là, eh bien, l'État, la collectivité a le droit finalement de l'éliminer. Et ce qui est curieux, c'est que ce qui va être admis vis-à-vis d'individus dans le cadre de cette lutte globale contre le terrorisme, appelons-la comme ça, on va le refuser dans le même temps vis-à-vis de personnes qui refusent, dont les actes prouvent qu'ils vont aller à l'encontre de toutes les règles sociales. Quand on voit le pénigré des derniers condamnés à mort en France, on est quand même loin d'avoir affaire à des enfants de cœur. On a des récidivistes, on a des meurtriers d'enfants, des violeurs. C'est quand même des choses lourdes. On n'était pas condamné à mort pour un vol de voiture. Oui, et là, aujourd'hui, quand on voit les personnes qui passent au tribunal, il y a les mêmes types de profils, il y a les mêmes types de crimes. C'est-à-dire, on se retrouve aujourd'hui en France avec des gens qui, eux aussi, sont des meurtriers, eux aussi sont des meurtriers récidivistes, eux aussi sont des meurtriers récidivistes avec des actes de barbarie qui font frémir quand on a accès au dossier. Autrement dit, la nature de la criminalité n'a pas changé. Oui, alors des actes correspondant à des profils tels que ceux que vous évoquez existent toujours. Et puis, il y a aussi un phénomène de dangerosité sociale qui augmente, ce sont les meurtres. Alors, certains évoquent le fait qu'il n'y a pas aujourd'hui beaucoup plus de meurtres en France qu'il y a une vingtaine d'années. Alors, c'est en partie vrai, quoi qu'il y ait une hausse tendancielle du nombre des meurtres. Ce qu'on oublie de dire, c'est que cette hausse n'est que tendancielle parce qu'on a d'excellents services de secours. De ce point de vue-là, ce qui est intéressant, c'est peut-être non pas tant de relever le nombre de meurtres, mais bel et bien le nombre de tentatives. On a aujourd'hui des services de secours, des services d'urgence, des services hospitaliers qui soignent et qui arrivent à sauver des gens blessés par balles, blessés par armes de guerre, qui sans doute
il y a 20, 30 ou 40 ans, seraient décédés des suites de leurs blessures. Il suffit de voir la chronique des faits divers pour voir qu'il y a une hausse extrêmement forte des agressions, des tentatives de meurtre par arme à feu, sans même parler des coups de couteau, des égorgements qui se multiplient. Voilà. Donc on a effectivement une hausse tendancielle très forte et de crimes parfois renouvelés. On n'est pas sur un acte gravissime mais accidentel, mais en présence de gens qui y recourent de manière régulière. Cela existe. Et il y a quelque chose, une question que j'ai envie de vous poser. Il y a celui qui commet l'acte et dont on a tous en tête effectivement ces faits divers. On nous dit qu'un garçon, ou parfois des jeunes femmes, de 18, 16, 14, 12 ans, ont été recrutés par des gangs pour exécuter tel ou tel. Et donc, ce sont eux les assassins. Mais les commanditaires sont eux aussi. Seraient-ils passibles de la peine de mort ? Fut un temps où le commanditaire était considéré comme étant aussi coupable que l'assassin. Alors, de ce point de vue-là, on peut considérer effectivement que celui qui arme le tueur est tout aussi coupable que le tueur lui-même. Après, ça relèverait évidemment du droit pénal et de la décision d'un tribunal de suivre cette voie ou pas. Quand on est dans des logiques d'exécution par un jeune homme, ici, dans ce domaine-là comme dans d'autres, on se souvient en fait de choses qui sont prévues par le code pénal, qui sont exactes. C'est que le principe pour un mineur et que la sanction maximale prévue par les textes est divisée par 2. Donc le même acte, un acte condamné à 20 ans pour un adulte majeur, s'il est commis par un mineur, c'est 10 ans. Avant toute remise de peine, etc. Donc ici, il y a aussi un calcul en allant s'approcher de jeunes délinquants pour en faire de jeunes criminels, de leur dire que finalement, tu as 13, 14 ans, 15 ans, tu seras bien traité. Finalement, et d'ici 3, 4, 5 ans, le clan, la mafia, fera en sorte que tu puisses sortir. Et de toute manière, en détention, tu seras reconnu pour les services rendus. Tu seras quelqu'un auquel la protection sera assurée et tu vivras comme un pacha. C'est une réalité aujourd'hui. Plus le fait que, sans doute, dans ces cas-là, le tueur de 13 ou 14 ans, on en a eu un certain nombre de cas, disons-le, n'a pas forcément une conscience absolue et nette de ce que peut être la valeur de la vie. Il y aurait sans doute un effet un peu de jeux vidéo, d'internet, où finalement, appuyer sur la queue de détente d'une arme, c'est une sorte de jeu, où on se voit en train de le faire sans réaliser ce qu'on est réellement en train de le faire. Certains profitent de cela, c'est absolument certain. Merci beaucoup Bertrand Saint-Germain de votre réflexion et de toute cette science que vous apportez à ce débat sur faut-il ou non rétablir la peine de mort. J'ai le plaisir d'accueillir dans le studio justement Rémy Tell. Alors je l'accueille avec 2 minutes d'avance, mais vous allez tout à l'heure pouvoir, après votre chronique, donc discuter avec Bertrand Saint-Germain de cette peine de mort. Personnellement, vous, Bertrand Saint-Germain, est-ce que vous la rétabliriez ? Oui, je pense que c'est une sanction pénale qui doit figurer dans l'arsenal, dans l'éventail des mesures susceptibles d'être mises en œuvre. Et vous la rétablissez parce que ? Parce que c'est un signe très fort, montrer que la société n'accepte pas un certain nombre de crimes et que s'il en est jugé ainsi par le peuple, puisque c'est le peuple qui juge dans un procès depuis la Révolution, eh bien, si le peuple juge qu'une personne a dépassé les bornes et ne peut plus faire partie du groupe social, eh bien, il y a lieu de procéder à cette exécution. Avec, j'ajouterais, la pensée ferme qu'il est absolument inhumain de condamner quelqu'un à une peine à perpétuité sans lui laisser la moindre chance de sortie. Merci beaucoup Bertrand Saint-Germain. Et tout de suite, Rémy Tell. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Rémy Tell. Bonjour Richard, bonjour Bertrand Saint-Germain.
Alors, nous vous écoutons avec votre chronique et après, on débat. Merci. Oui, la peine de mort n'a jamais été abolie. C'était un jour heureux pourtant quand, le 10 septembre 1977, la tête odieuse d'Amida Djandoubi était la dernière tranchée par la République française. Puis vint l'histoire que l'on sait, Robert Badinter, et un livre tissu de mensonges de l'écrivain Gilles Perrault, Le Pullover rouge, tentant contre l'évidence de blanchir Christian Ranucci, meurtrier de petite fille exécuté 2 ans plus tôt. Il n'en fallut pas davantage aux Français pour se laisser attendrir. Le 9 octobre 1981, on débarrassait la guillotine des prisons nationales. Et pourquoi pas, seulement 5 ans auparavant, notre chère République avait inauguré un autre de ses progrès, l'interruption volontaire de grossesse. Aujourd'hui, elle vous offre l'euthanasie et le suicide assisté. Dans les 2 cas, des millions de jeunes et de moins jeunes gens potentiellement concernés. Vous direz, on vous voit venir, attention à ce parallèle douteux. Et pourtant, c'est le même État qui tue, Richard. Pourtant, le consentement des sujets n'est nullement acquis. Évidence concernant les fœtus, retour d'expérience pour les cobayes de l'aide active à mourir. A-t-on véritablement aboli la peine capitale? Si on s'en tient honnêtement aux faits, pas le moins du monde. Plutôt, on l'a industrialisé en l'homéopathisant. Le meurtre compassionnel pour effacer les filles mères, les pauvres des rues et taire les cris dans les chambres d'hôpital. Est-ce tellement plus moral? En tout cas, nous considérons que c'est plus supportable. Toujours est-il que nous devrions nous garder de tout triomphalisme, nous méfier aussi des sociétés qui, prétendant effacer leurs pulsions agressives, les disséminent partout. À choisir, il vaut peut-être mieux Dutroux que votre mamie démente ou le cousin à naître qu'on diagnostique de trisomie. Ne croyez-vous pas? Voilà, Bertrand Saint-Vincent. C'est vrai, on parle de peine de mort, évidemment, dans un processus légal où il y a eu un crime. Ce crime a un auteur, cet auteur est arrêté, il est jugé, il est condamné, parfois à la peine de mort. Il ne peut plus être condamné à la peine de mort en France. Mais vous nous rappeliez qu'il y a des exceptions. Cette exception des meurtres d'État, entre guillemets, autrement dit, ces exécutions décidées par la présidence de la République, et sans doute d'autres exécutions décidées par les services secrets, qui se sentent en droit, et qui d'ailleurs l'ont légalement, ce droit de supprimer les ennemis de la France. Mais il y a, c'est vrai, c'est centaines de milliers de morts par an qui sont là aussi un meurtre légal, c'est l'avortement. Et d'ailleurs, où on sent d'ailleurs que cet avortement est une espèce de tragédie dont on a besoin de masquer la réalité en expliquant, par exemple, qu'il s'agit d'une interruption volontaire de grossesse et, d'une manière plus pernicieuse, que tant que la personne ne considère pas qu'elle porte un enfant, donc ce n'est pas un enfant, c'est un amas de cellules, pour parler comme certaines féministes, autrement dit, une espèce de cancer qui se serait développé et donc il est nécessaire d'éradiquer. Et il y a aussi, avec cette euthanasie, Rémy Tell le rappelait, une autre forme de peine de mort qui est prononcée. Alors pourquoi est-ce que j'appelle ça une peine de mort ? Il y a une telle incitation sociale à la personne qui aurait perdu sa dignité, qui aurait perdu son utilité, à choisir, là aussi avec tous les guillemets nécessaires, de disparaître, qu'on sent que la société a remplacé un certain type de peine de mort par d'autres, pas pour les mêmes délits. Voilà, il ne s'agit pas d'avoir été violent jusqu'au meurtre de sang, il s'agit d'être juste vieux, impotent, fragile. Alors, je ne suis pas certain, et en disant ça, je ne suis absolument pas certain qu'on puisse faire un parallèle direct entre l'utilisation de la peine de mort en tant que sanction pénale capitale et le recours à l'euthanasie, voire à celui de l'avortement. Bien. Simplement, ce qui est en commun, effectivement, c'est cette idée de suppression de la vie contre la volonté de la personne. Ça, c'est évident. Je crois que le parallèle s'arrête là. Donc, plus largement, sur le recours à l'avortement et à l'euthanasie, on est sur une société qui privilégie, la plupart du temps, le regard de certains sur le plus faible. Finalement, on est dans cette perspective-là.
pour des raisons que l'on explique comme vous l'avez fait. On laisse à la mère, dans un cas, le libre choix de la décision. À noter que le père est totalement étranger de tout ce qui se passe à ce moment-là. Et dans l'autre, on met une pression à la fin de la vie sur les personnes âgées, finalement en utilisant des craintes légitimes, crainte de la souffrance, crainte de la décadence, de se voir perdre ses capacités. Et, et en dehors de ça, dans un monde qui n'a pas d'espérance suprahumaine, eh bien, le recours à cette aide à mourir dans la dignité, hein, le terme n'a pas été repris dans la loi, mais c'est bien cette idée, alors avec une appréciation très subjective de la dignité, il y a tout cela qui est mis en place. Alors même qu'on pourrait considérer qu'il s'agit d'aider la personne à vivre le mieux possible, entourée de ses proches, si elle en a, ces moments qui sont essentiels dans le passage, dans le fait de dire au revoir. Voilà. Hamilton. À mon avis, il y a deux aspects que je discerne, qui sont celui de la nature et du degré, finalement, de la peine de mort. Sur la nature, rappelez-vous d'Augustin et de saint Thomas d'Aquin, la peine de mort n'a pas vocation à punir, mais à protéger la société. Et dès lors qu'elle protège la société d'un individu dangereux, alors elle peut être considérée comme légitime. Et c'est pour ça que, à mon sens, et c'est, je trouve, ce qui pourrait distinguer, mais plutôt contre, en réalité, l'euthanasie et l'avortement que pour l'euthanasie et l'avortement de la peine de mort, c'est que dans un cas, vous avez la suppression d'une vie qui ne menace personne, et dans l'autre, la suppression d'une vie qui représente potentiellement un danger pour la société. Ensuite, on dira, est-ce que c'est tout à fait une vie? Et là, on peut rentrer dans des débats philosophiques assez longs. Si on ne compense jamais la substance par le nombre, on peut aussi réfléchir en se disant, vous avez au cours du XXe siècle, les estimations sont des estimations, donc on est plutôt sur une fourchette, à peu près 500 personnes qui ont été condamnées et exécutées, effectivement, en France, pour des crimes qu'ils avaient commis ou dont la justice avait jugé qu'ils les avaient commis. À l'inverse, si on calcule le nombre moyen d'avortements par jour, j'ai fait le calcul sordide tout à l'heure en venant vous voir, on tombe sur, je vous assure, je ne l'ai pas fait exprès, 667. Donc on n'était pas très loin, heureusement que ce n'est pas des années bissextiles, mais on tombe sur 667. Donc on a aussi un rapport quasiment de 1 à 100, finalement, entre les exécutions capitales qui étaient prononcées pour des crimes commis, qui, à mon sens, ne sont pas forcément légitimes en soi, parce que dès lors que la prison éloigne de la société, alors, d'une certaine façon, elle la protège. Il y a une contrepartie à ça, et pour le coup, même si je suis d'accord qu'en principe, ça pose un certain nombre de problèmes, mais la contrepartie, ce serait la perpétuité réelle, d'une certaine façon, quand bien même elle n'est pas très chrétienne au sens de la possibilité de s'amender et du droit de chacun au pardon. Mais on a un rapport de 1 à 100 entre ces condamnations qui étaient finalement quand même très marginales pour ce qu'elles représentaient d'un point de vue numérique et l'avortement, l'euthanasie. Je vous rappelle que ce sont les chiffres de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. La loi telle qu'elle a été votée en première lecture en juin rend 1 million de Français chaque année accessibles à l'aide active à mourir, suicide assisté, éligible, suicide assisté ou exception d'euthanasie. Le parallèle quantitatif que vous faites, il est parfaitement exact. En ce qui concerne les peines de mort auxquelles les personnes sont condamnées ou ont été condamnées en France, ce chiffre est assez faible au regard de la population. On parle toujours beaucoup des États-Unis. On a un chiffre de 3000 personnes actuellement condamnées à mort environ, avec moins d'une centaine de condamnations par an. Le chiffre est en baisse d'ailleurs, il y en a de moins en moins qui sont prononcés. Et puis à côté, là on a affaire à des criminels reconnus. On parle toujours de la possibilité d'erreur judiciaire, c'est vrai, elle existe, mais on a largement plus de situations dans lesquelles on est en présence de criminels reconnus,
je dirais pas seulement ayant avoué, puisque la police sait utiliser les moyens qui sont en pouvoir pour faire avouer les gens, on est en présence de cas réels, vérifiés. Dans l'autre cas, il n'y a pas vraiment de décision individuelle qui est faite. Enfin, que j'entends, il n'y a pas une décision de la société vis-à-vis d'une personne, mais il y a une pression sociale sur les gens qui vont y avoir recours, qu'il s'agisse des maires, qu'il s'agisse des familles, qu'il s'agisse des personnes âgées. Pression sociale, non, mais je ne veux pas faire subir ça aux miens, je ne pourrais pas assumer, etc. Et ça conduit à une sorte de dilution, de pression collective, mais dont personne n'est vraiment responsable, de dilution de toutes les responsabilités. Voilà, voilà la différence entre les deux. Après, ça renvoie bien évidemment à beaucoup d'autres questions. Qu'est-ce que l'on fait pour accompagner la mort? Qu'est-ce que l'on fait pour accueillir la vie? Quelles sont les mesures en faveur de l'adoption, de l'aide sociale à l'enfance, avec d'énormes difficultés, de la possibilité d'accueillir un enfant, de la possibilité d'aider les personnes à vieillir et de les aider à mourir, mais au sens où de les aider à se préparer à un passage qui n'est jamais simple. Et d'ailleurs, que l'on soit croyant ou pas, même pour les croyants qui ont la certitude d'une vie éternelle, on en connaît sans doute tous, ils ne sont pas extrêmement pressés d'aller le vérifier à la fin. Il peut y avoir une forme de sagesse, de dire, bon, ok, mais c'est jamais un passage facile. Je crois qu'on l'a tous vécu dans nos familles, dans nos proches. Ça reste des choses difficiles. Donc je crois qu'il y aurait sans doute... voilà, ici, il faut, je pense, s'éloigner des slogans en disant c'est l'euthanasie, c'est bien, c'est mal, même si on peut le qualifier d'un point de vue moral, même chose pour l'avortement, mais développer des lois. Les lois actuellement sur les soins palliatifs, on sait qu'il y a beaucoup de départements de France dans lesquels on n'arrive pas à les mettre en œuvre. Il y a effectivement la logique d'élimination propre à l'euthanasie, c'est aussi une logique comptable. Quand on sait qu'un certain nombre d'amendements sur cette loi ont été mis en avant par un certain nombre de sociétés mutuelles, on se dit qu'il y a peut-être autre chose que la volonté de faire du bien aux personnes. Voilà. Rémy Tell, si on devait revenir malgré tout à la peine de mort entre guillemets classique, c'est-à-dire, mais vous avez eu raison de souligner l'un comme l'autre que voilà, il y avait d'autres morts légales en France et que l'humanisme qu'on nous présente comme étant l'achèvement de l'appareil législatif en France et de la réflexion législative sur la vie a connu des détours un peu surprenants. Revenons à la peine de mort, voilà, prononcée par un juge parce que quelqu'un a commis des actions pénalement répréhensible, évidemment moralement répréhensible. Est-ce que vous considérez, vous, que cette peine de mort devrait être établie? Pour faire une réponse de Normand, philosophiquement non, parce que je considère que le tu ne tueras point dans ce cas précis est un impératif catégorique. Du reste, il n'est pas certain que ce soit plus simple de passer sa vie en prison que de présenter sa tête sous un couperet. Bon. En même temps, dans une société qui a industrialisé la mort, qu'on la définisse d'une façon ou d'une autre, mais où la mort est finalement aussi présente, si j'étais avocat, ce que je ne suis pas sûr que je quitterais mes vacances pour aller défendre aujourd'hui un multirécidiviste criminel condamné à la peine capitale. Je voudrais juste dire, pour être très précis sur ce sujet de la peine de mort, qu'il y a quand même quelque chose d'assez curieux, en étant plutôt un opposant à la peine de mort, y compris pour les condamnés criminels, qui est que cette peine de mort a été très largement abolie à partir d'un mensonge qui est le mensonge de l'affaire Ranucci. Et ça, on le souligne très peu. Et aujourd'hui, tous les chroniqueurs judiciaires, les journalistes, les Christophe Ondelat, etc., l'affirment, les spécialistes du dossier, Christian Ranucci était bien coupable du meurtre dont on l'a accusé à Marseille. Pour autant, l'opinion publique s'est mobilisée contre la peine de mort, qui était à l'époque largement favorable, s'est mobilisée contre la peine de mort sur cette histoire complètement fallacieuse du pull au vert rouge, qui a été donc montée par cet écrivain Gilles Perrault,
lui-même convaincu de la culpabilité de Christian Ranucci. Et donc, c'est vrai qu'il me semble toujours suspect, quand on défend la vérité, d'avoir besoin du mensonge pour parvenir à ses fins, si vous voulez. Et ça, c'est un élément dans le débat qu'on souligne très peu, et donc que je voulais souligner ce matin avec vous. Bertrand Saint-Germain, en même temps, voilà, le pape François a expliqué que la peine de mort, c'était absolument abominable. Et donc, alors qu'il y a eu un revirement de jurisprudence, si j'ose dire, en tout cas, une révision, pas de jurisprudence, de théorie, l'Église qui justifiait la peine de mort, qui justifiait la guerre, a décidé, sous le pape François, de considérer que, en fait, la vie était une valeur si éminente et que la dignité de la personne humaine était là aussi une valeur si supérieure à toutes les autres que rien ne pouvait justifier que la vie soit ôtée dans des circonstances ordinaires, c'est-à-dire celui d'un État en paix, ou dans des circonstances extraordinaires, celui d'États se faisant la guerre. Bien, je rappellerai que il y a plusieurs choses. D'abord, dans le cadre d'une saine laïcité, les lois religieuses n'ont pas vocation à gouverner au quotidien la cité terrestre, et qu'on peut, ça a toujours été le cas, s'inspirer d'un certain nombre de valeurs sans qu'elles ne fassent l'alpha et l'oméga de toute la politique suivie par la société. Ici, on est dans une vision de la personne humaine, il ne s'agit pas d'une vérité théologique sur l'utilité ou pas de recourir à la peine de mort dans la société. On est bien sur cette vision de la personne humaine, de cette valeur fondamentale de la vie, et de ce point de vue-là, il y a bien évidemment une forme de cohérence dans les propos de ce pape, de cet ancien pape, qui avait des mots tout aussi durs vis-à-vis de l'avortement, de l'euthanasie et de la peine de mort. On pourra reprocher beaucoup de choses au pape François, mais pas un manque de cohérence, un manque de constance sur cette question de la valeur suprême de la vie. Voilà. Maintenant, on peut l'entendre. Je pense qu'ensuite, dans une société, la possibilité d'y avoir recours ou pas dépend du choix collectif des individus, de la population, et sur le fait d'insérer ou de réinsérer cet outil dans la politique pénale. Et alors, je comprends la position philosophique et la réponse de celui qui n'est pas normand en face de moi, mais dire que philosophiquement, je ne l'accepte pas, mais parfois on peut être contraint d'y avoir recours. Voilà, je crois que on doit philosophiquement l'accepter, parce que c'est présent chez saint Thomas, mais on le retrouvait chez Aristote, chez Platon, chez un certain nombre d'autres. Celui qui se met en dehors du jeu social, eh bien, ne mérite plus la protection de la société. Rousseau le disait de manière extrêmement claire. Oui, et vous aviez raison, vous le soulignez tout à l'heure, être pour ou contre la peine de mort, c'est pas une histoire d'être de droite ou de gauche, et même au contraire, les gauchistes sont de fervents partisans de la peine de mort, et ils l'ont prouvé depuis la Révolution française jusqu'à nos jours, avec ce qui se passe en République démocratique de Chine ou en Corée du Nord. Oui. J'ajouterais que dans les sociétés traditionnelles, la peine suprême, c'était souvent beaucoup plus le bannissement que l'exécution en tant que telle. Mais nous sommes dans un monde désormais fini, avec des frontières, et il n'y a plus cet autre lieu où les personnes peuvent quitter la société. Donc, il y a vraiment cette question de la dangerosité de l'individu. Et pour moi, c'est vraiment l'acceptation des règles collectives ou leur refus. Alors, qui d'ailleurs dépasse la question de la peine de mort, mais touche au vivre ensemble, à la question de faire société. Est-ce qu'on peut faire société avec des gens qui refusent cette société ? Que ce soit dans les attitudes quotidiennes ou dans les actes criminels les plus importants. On a ici une clé de lecture qui me semble fondamentale. Quelqu'un qui se met hors de la société ne peut plus avoir la protection de la société. Alors, philosophiquement... Sur le plan terrestre, effectivement, cette position rejoint celle de Thomas d'Aquin, celle d'Augustin, et un certain pragmatisme, j'ai envie de dire, un certain pragmatisme philosophique. Sur le plan céleste, la question se pose, et je n'y ai pas de réponse, peut-être que l'universitaire en aura une, de savoir si... quel est le rapport finalement de l'Église à l'impératif catégorique ? Est-ce que le « tu ne tueras point » du décalogue est un impératif catégorique, ou est-ce qu'il peut souffrir d'exceptions ?
En tout cas, si c'est un impératif catégorique, dans les faits, ceux qui le professent auraient toutes les chances d'avoir disparu ici. Donc on est aux prises quand même avec une sorte d'aporie, si vous voulez, où d'un côté l'horizon est très clair et il ne souffre d'aucune ambiguïté, pour le coup d'un point de vue religieux. En même temps, la chrétienté aurait sans doute disparu si elle ne s'était pas protégée, mise à l'écart parfois de ceux qui la combattaient. Donc je n'ai pas de réponse claire à vous apporter sur ce point, mais à mon avis, c'est la question centrale quand même. Bon, je ne saurais répondre, je n'ai pas les compétences d'un théologien. On peut relever que... En plus, c'est vrai que le débat n'est pas théologique. Le débat, Voilà. il est social, il est immédiat. Oui. Voilà. Est-ce que même un théologien, d'ailleurs, voilà, qu'en penserait un théologien musulman, qu'en penserait un théologien hindouiste, qu'en penserait un théologien shintoïste, si tant est que ce soit des théologies, j'entends bien. Mais voilà, autrement dit, l'idée n'est pas d'être bloqué sur la laïcité, mais de se dire que Oui. voilà, c'est pas non plus en disant théologie qu'on débarque immédiatement dans quelque chose de beaucoup plus certain que la philosophie. Non, mais on peut relever que du point de vue de l'Église catholique, il y a quand même une sanction bien plus grave que la peine de mort, c'est la damnation éternelle. En termes de gravité, alors évidemment il faut y croire, mais refuser la peine de mort sur la terre au motif que ce serait quelque chose qui serait extrêmement grave, tout en considérant que certains, par leur comportement et leur refus, le fait de dire non jusqu'au bout, serait pour toute l'éternité damné, on pourrait aussi voir une forme de contradiction. D'ailleurs, si je puis me permettre, c'était Augustin ou Thomas d'Aquin, je ne sais plus, mais sans doute Augustin, considérait même qu'il était plus grave de prendre le risque d'une âme perdue, c'est-à-dire de quelqu'un qui n'a pas eu le temps de se repentir et qui est exécuté, que de mettre en danger la société. Augustin considérait qu'il valait mieux laisser le criminel dans la société, quitte à la mettre en danger, plutôt que de perdre son âme en le condamnant avant qu'il ait eu la possibilité de se repentir. Donc ça montre bien que les catégories et les représentations ont beaucoup évolué, et aujourd'hui, effectivement, dans une société déchristianisée, sécularisée, ça nous paraîtrait assez ubuesque de tenir cette position, mais ça a été celle de l'Église pendant plusieurs siècles. Et Bertrand Saint-Germain, en fait, les Français sont favorables au rétablissement de la peine de mort. D'après les études et les mesures actuelles de l'opinion publique, il semblerait qu'il y ait une bascule depuis une vingtaine d'années où on voit réaugmenter à nouveau sensiblement, sans doute à mesure de l'insécurité et de la médiatisation d'un certain nombre d'affaires horribles, le sentiment, la volonté de réinstaller cet outil dans l'arsenal pénal. Ça, c'est très net. Voilà. Mais il y a une sorte de bien-pensance médiatique qui continue à dire, et ce qu'on peut comprendre philosophiquement, que cette peine de mort serait en tout lieu, en tout temps, quelque chose d'absolument inacceptable et horrible. Mais je reviens sur ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il est amusant que dans le même temps, il n'y ait pas de débat sur les assassinats ciblés, qui sont finalement un outil de gouvernance ordinaire des démocraties pluralistes occidentales. Il suffit de voir les États-Unis, déjà avec Biden puis Obama, qui ont eu recours très largement. François Hollande l'a reconnu. Je pense qu'il y a quand même une forme de paradoxe à dire que dans un cas, une peine de mort décidée par un jury au regard après une plaidoirie, après une enquête, etc., serait finalement inhumaine et inacceptable, quand dans le même temps, on accepte des exécutions dénuées de tout procès. Rémy-Tel, le mot de la fin. En quelques secondes, il me semble quand même qu'il y aurait une forme de paradoxe à vouloir réaffirmer la sacralité de la vie, puisqu'aujourd'hui, condamner à mort, ce serait pour sanctionner l'atteinte à la vie ou des faits de torture, de barbarie, de réaffirmer la sacralité de la vie tout en prononçant pour peine ultime celle de d'ôter la vie. Je crois qu'il y aurait quand même un message assez ambigu et donc peut-être in fine contre-productif si jamais on rétablissait la peine de mort. Rémy-Tel, merci beaucoup. Merci Bertrand Saint-Germain, merci beaucoup pour Merci ce de votre débat. accueil, Et merci à vous. évidemment, à bientôt sur Radio Courtoisie pour discuter de la manière dont la société avance ou recule.